Blanche, en fait, c'est une femme, une bourgeoise, qui du jour au lendemain va se trouver ruinée à la suite d'une mauvaise rencontre. Enfin, son mari, Paul, va faire une mauvaise rencontre en la personne d'un notaire peu scrupuleux. Et Blanche va se retrouver seule parce que Paul va se suicider. Et puis, bon, Blanche, elle est douée pour la peinture, elle est douée pour le dessin, et donc elle veut exister par elle-même, mais elle ne sait pas bien exactement comment. Et un jour, elle reçoit une proposition, une lettre d'un dénommé Pierre Hatt de Pont-à-Mousson, qui lui propose de venir travailler aux établissements Hatt à Pont-à-Mousson parce qu'il connaît son talent, il l'a déjà vu exposer ses peintures et il trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle vient à Pont-à-Mousson et puis Pierre Hatt lui révèle finalement qu'elle va devoir, si elle accepte de travailler pour lui, vraiment se consacrer à une très très grosse commande pour une famille russe, richissime. Et alors, elle fait son entrée à la Tata, donc la fabrique de Pont-à-Mousson. Elle découvre le monde ouvrier. Elle découvre un art, celui du papier mâché. Elle se lie d'amitié avec une famille d'ouvriers Zézé et Nouche. Donc Zézé, pour l'anecdote, Zézé Didon a réellement existé à Pont-à-Mousson. C'est quelqu'un que j'ai trouvé en faisant des recherches dans le Patriote Mussy-Pontin, aux archives. Et donc, ce Zézé Didon, c'était un monsieur qui a trouvé un jour un porte-monnaie par terre et il l'a rapporté à la gendarmerie. Et à l'époque, quand on trouvait quelque chose par terre, qu'on le retrouvait, on citait la personne qui avait trouvé l'objet et qui le ramenait à la gendarmerie. Et quand j'ai vu ce nom, Zézé Didon, ça m'a fait tilt parce que j'avais une chatte que j'aimais énormément, qui est morte aujourd'hui et qui s'appelait Zézé. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est peut-être un signe, mais en tout cas, mon personnage s'appellera Zézé. Ensuite, elle va partir en Russie, à Saint-Pétersbourg, va faire la connaissance d'une famille, les Volokhin, donc le comte et la comtesse Volokhin, et puis surtout, l'homme qui va bouleverser sa vie, le prince Volokhin. Ah bah Pierre Lallemand, c'est le cocher. C'est le cocher. Mussy-Pontin. C'est le cocher Mussy-Pontin qui, à la descente, quand elles ont besoin de se rendre chez Hatt depuis l'hôtel Place du Roc, va les mener à travers les rues de la ville et va leur faire découvrir le patrimoine. Donc c'est une petite leçon d'histoire en calèche. Pierre Lallemand a toute son importance dans cette histoire. Donc c'était un clin d'œil en fait de lui donner ce petit rôle de cocher. Il connaît énormément de choses, il a une mémoire phénoménale et puis surtout il connaît beaucoup d'anecdotes et c'est ça qui est formidable avec Pierre, c'est qu'il a des anecdotes à foison, donc il en parle avec humour, il raconte bien ça et à chaque fois qu'une anecdote pouvait me convenir, qui était un peu truculente, qui était assez qui sortait de l'ordinaire, j'ai pas manqué de la reporter dans mon livre. Avec un grand plaisir que la ville de Pont-à-Mousson vous accueille aujourd'hui et accueille en particulier une auteure qui vient de commettre un ouvrage qui est très récent également, qui vient de sortir il y a quelques semaines, et qui traite essentiellement de Pont-à-Mousson. Alors, la pièce maîtresse de l'ouvrage est une personne qui est marseillaise, mais on ne va pas tout vous dévoiler, je viens d'acheter, donc je ne connais pas encore, mais je peux quand même vous en dire quelques mots, mais qui œuvre pour une grande entreprise, bien connue dans le bassin Mussy-Pontin, qui a fabriqué des objets qui sont mis en valeur dans le musée que nous devons à Pierre Lallemand, et donc qui a forcément des attaches à Pont-à-Mousson, même si elle fait un grand voyage vers la Russie. On n'en dira pas plus, on ne va pas déflorer le sujet. En tout cas, cet ouvrage a le mérite, d'une part, de mettre un petit peu à travers un fiacre, mais là non plus je ne vous dirai pas tout, même si certains ont lu la presse, mettre en valeur un personnage important de notre ville, et d'autre part, il a le mérite de faire parler de Pont-à-Mousson, de son importante production de papier mâché, de l'importante entreprise qu'il a façonnée pendant des années. Et puis, Pierre Lallemand avait
fait un exposé il y a quelques années sur les auteurs mucipontins, sur les auteurs qui avaient écrit sur Pont-à-Mousson. Et là aussi, il faudra ajouter à la liste qui est déjà longue, il faudra ajouter Frédéric Volot. Effectivement, à la suite de la lecture de votre roman, les objets que nous avons si patiemment entassés dans les vitrines et les réserves du musée, un peu comme une collection de coléoptères ou une collection de papillons, ce que nous appelons des artefacts, eh bien, ces objets se sont mis à ressusciter leur époque. Je ne vois plus seulement la qualité technique, artistique d'un plateau de papier mâché incrusté de nacre, mais je perçois l'intense concentration de Blanche, maniant avec dextérité les pinceaux, les rires de Nouche, lustrant la nacre, et les miaulements de Petit Pois. Tous ces personnages, vous les retrouverez bien sûr. Les personnages de la grande photo des ateliers Hatt, exposés dans les escaliers du musée, ont désormais une âme, un souffle de vie. Il manquait effectivement un souffle à ces objets, impeccablement mis en scène ici au musée. Vous leur avez donné une atmosphère. Le roman apparaît comme le complément naturel de notre guide des collections. Qu'un historien est intemporel, on me l'a déjà dit. Alors, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un mucipontain de 1894. Je pense que ça doit être quand même facile. Alors, pour comprendre ce livre, pour en goûter tous les détails, il faut vous mettre dans la peau de ces mucipontins qui ont vécu avant la guerre de 70. L'omnibus de Nancy me déposait à la gare de Pont-à-Mousson. C'était justement en janvier 1894. Je revenais d'avoir assisté à l'exécution de Doga, la terreur de la Lorraine, devant la prison de Charles III à Nancy. J'étais à la fenêtre d'un ami d'où l'on avait une vue imprenable sur la guillotine. Un vrai plaisir. C'est à ce moment qu'arrive Blanche, notre héroïne. Elle arrive à Pont-à-Mousson. Elle est tout de suite enthousiaste, enchantée de découvrir cette ville. Sa rue Victor Hugo, si animée, d'une foule de commerces, de petites boutiques, d'épiciers, de teinturiers, de coiffeurs. On y trouvait tout, rue Victor Hugo. Des postiches en tout genre, des bouclettes, des gants, des parfums, des bijoux. Mais rien n'égalait la masse, j'allais dire, des bouchers charcutiers. Ils étaient plus de 8, imaginez, et leur réputation allait jusqu'à Paris à cause de leur pâté, et également des poids d'horloge, genre d'énormes saucissons qu'on appellerait des Jésus à Lyon, hein, mais qui étaient emballés dans de la vessie de porc, cousu main, s'il vous plaît. Blanche, qui est une artiste, déjà chevronnée, a été invitée par monsieur Pierre Hatt au cours d'un vernissage à Paris. Elle va loger à l'Hôtel de France,
au 18 de la place du Roc, avant de s'installer chez la veuve Després, vieille femme acariâtre. Le lendemain, Pierrat l'accueille dans son usine et il souhaite en fait l'embaucher. Il lui fait visiter l'usine, lui présente les ouvrières, j'en cite quelques-unes, la Minette, la grande Gisèle, et surtout Madame Didon. Madame Didon que tous n'appelaient pas du tout Madame Didon, mais qu'ils appelaient Nouche. C'était la Nouche, brave femme, modeste, et qui va lui être d'un grand secours. L'historien et le romancier, écrit Rivarol, font entre eux un échange de vérité, de fiction, de couleurs. L'un, historien, pour remplacer, pour vivifier ce qui a été et ce qui n'est plus, l'autre, le romancier, pour faire croire ce qui n'est pas. Merci.